tous ses déplacements à l'étranger jusqu'à nouvel ordre. On l'a appris, visite en Espagne annulée par exemple ce vendredi. On ne sait à l'heure où on se parle si c'est lié à la situation très difficile sur le terrain. On se doute bien que oui, la presse espagnole nous dit que oui. Laura Pouget, vous nous avez rejoint, que nous dit l'état-major ukrainien sur ces retraits. De quel retrait parle-t-on ? On parlera bien évidemment des renforts aussi. Et de quelle zone parle-t-on ? Vous êtes avec le général Chovancy qui va nous aider à décrypter cette situation. Exactement, Anne. Voici ce qu'écrit l'état-major ukrainien sur le réseau Telegram. Dans certaines zones, dans les régions de Loukiansky et Vovchansk, en raison de l'impact des tirs et des assauts de l'ennemi, nos unités ont manœuvré en direction de positions plus favorables afin de sauver la vie de nos soldats. Ces deux zones, les voici, ce sont les deux axes de l'offensive menée par les Russes dans la province de Kharkiv depuis vendredi dernier. Loukiansky, évoqué dans le point de l'état-major, n'est qu'à une dizaine de kilomètres de Lipsty, qui symbolise le village qui symbolise ce premier axe, situé lui-même à une trentaine de kilomètres seulement de la grande ville de Kharkiv. La ville de Vovchansk, plus à l'est, constitue le deuxième axe. Hier déjà, dans cette localité qui comptait 18 000 habitants avant la guerre, dont voici des évacués. Sur cette photographie, la situation était critique. Le chef de l'administration militaire locale parlait de bombardements constants et de combats dans les environs de la ville. Et si on compare les cartes de dimanche 12 mai et de ce matin 15 mai, on constate en effet que les Russes ont avancé. Vous voyez avec ces mesures que j'ai prises, il y a 3 jours, ils étaient respectivement à 6 et 4,5 km de profondeur. C'est désormais 7,5 et 6,5 km de profondeur, ce qui pourrait expliquer le retrait ukrainien. Et je me tourne vers vous, Général. Est-il inéluctable, ce retrait ? Le retrait est toujours inéluctable s'il y a une pression trop forte et qu'on n'est pas capable d'amener des renforts, d'une part, d'avoir un appui d'artillerie, d'autre part, mais aussi, finalement, est-ce que c'est intéressant, entre guillemets, du point de vue militaire, de sacrifier des unités constituées ? Donc, vous savez, le contact entre deux armées, c'est vraiment le contact. Vous avez les reconnaissances au début, ou les éclaireurs enterrés, et en fonction de la circonstance, quand les autres avancent, on va reculer naturellement. Donc, le retrait n'est pas infamant, le retrait est logique quand on voit que la pression est trop forte et qu'on voit qu'on ne peut pas défendre des positions. Jusqu'à où, c'est la question. Selon vous, l'objectif des Russes, c'est bien d'aller jusqu'à Kharkiv, qui est une trentaine de kilomètres de Lipsy seulement. Alors ça fait beaucoup de kilomètres, parce que vous avez bien présenté avec ces deux cartes, finalement, là, une progression de 6 et 4 km et demi, et au bout de 3 jours, on est à plus 2 km de partout. Donc vous voyez bien que la progression, on en a pour des semaines et 2 semaines, comme on l'a vu dans toute cette guerre finalement. Hein. Donc il n'y a pas, il ne faut pas s'en étonner. Bon, maintenant, capable d'aller sur Kharkiv, je ne le pense pas. En revanche, être un moyen de mettre la pression sur la ville et sur le président Zelensky, car il ne peut pas abandonner cette ville. Donc il est obligé d'y mettre des troupes, et c'est ce qui a été expliqué depuis vendredi dernier. Des brigades nouvelles ukrainiennes, donc en gros 3-4 000 hommes, sont envoyés vers Kharkiv pour résister à tout prix, parce que si les Russes poussent et qu'ils voient qu'il y a une ouverture, ils vont s'avancer le plus près possible. Mais aujourd'hui, Kharkiv ne me semble pas être un objectif crédible pour les forces armées russes. Merci, Général. Merci beaucoup, Laura. Général Chovancy, je vous laisse nous rejoindre, bien évidemment. Le temps pour nous d'aller voir Charline Hurel en Ukraine. Merci d'être avec nous, Charline. Je rappelle que vous êtes notre envoyée spéciale avec Charlotte Lefetté là-bas, sur place. Diriez-vous qu'il y a de vraies inquiétudes au sein de l'état-major ukrainien aujourd'hui, qu'on cède à la panique, ou au contraire, le but c'est de reculer pour mieux arrêter les Russes derrière, en arrière du front, et se réorganiser? Est-ce que c'est si simple que ça? Est-ce que l'état-major voit tout noir ou tout blanc, Charline? Et on dirait bien qu'il voit gris, en tout cas lorsqu'on constate les communications officielles. C'est intéressant de voir comment elles ont évolué ces derniers jours. Au début, c'était « ne vous inquiétez pas, tout va bien, on stabilise le front ». Et puis au fur et à mesure, on commence quand même à dire qu'en effet, les troupes ukrainiennes opèrent des reculs. Nous, c'est ce que nous savons depuis le départ, en étant en contact avec les militaires sur la ligne de front. En effet, c'est très compliqué pour les Ukrainiens. Alors, ils ne cèdent pas à la panique, parce que ce qu'ils nous disent, c'est que malheureusement, depuis 2 ans, ces combats acharnés, eh bien, ils en ont l'habitude. En revanche, c'est certain que la pression est telle devant eux, il y a une telle massification aussi des hommes, des troupes russes, qui sont obligés de se reculer sur de meilleures positions. Mais là, ils nous disent comment se fait-ce que depuis 1 an et demi, la région de Kharkiv n'ait pas créé des lignes de défense assez solides. C'est comme si il n'y avait quasiment rien qui avait été fait, alors que tout le monde s'attendait à cette offensive dans cette région. Hier soir, avec Charles
Charlotte Lefeté, nous étions sur un point haut à Kharkiv et dans la nuit, on voyait beaucoup de flashs. On avait une vision sur la région, on voyait les flashs qui correspondaient aux bombes, aux bombardements qui étaient sans arrêt. Et puis à un moment donné, 2 boules de feu qui traversent, qui passent au-dessus de nos têtes. On voit très bien que la situation est extrêmement tendue pour les Ukrainiens qui ne s'en cachent pas sur le terrain. Oui, l'armée russe avance. Oui, il y a des inquiétudes. En revanche, il y a aussi des renforts de brigades et tous espèrent que ces renforts de brigades permettront enfin de stopper cette avancée des troupes russes. Un grand merci à vous, Charline. Merci à Charlotte Lefeté qui vous accompagne. Merci également à Kostya Yaremenko qui a rendu certainement aussi ce direct possible. Magali Berthès, on voit bien que la situation est extrêmement compliquée. Alors certains analystes disent attention, oui, c'est vrai que les renforts arrivent. J'écoutais Xavier Titelman qui disait attendez, on n'est pas si inquiet que ça parce qu'il y a des renforts qui arrivent. Et alors bon, vous n'êtes pas sur la thèse de Xavier Titelman, j'ai bien compris, Génération Ancy, qui dit ça va pouvoir permettre peut-être certainement, très certainement, et je suis très confiant d'arrêter les Russes sur la 2e, 3e ligne de front. Oui, les renforts arrivent, mais le problème, c'est où sont prises ces réserves aussi. Et parce que, en fait, on voit une ligne de front qui finalement s'étend, parce que maintenant, ça monte donc jusqu'à Kharkiv. Donc, en effet, les Ukrainiens ont bien pris la mesure du problème, donc sont en train, et là, on a encore une confirmation du porte-parole du président ukrainien, d'envoyer de nouvelles brigades à Kharkiv. Mais regardez cette carte, ce qu'annonce à l'instant le ministère russe de la Défense, c'est la prise de Robotyne. C'est la prise de Robotyne au sud. C'est-à-dire que Robotyne, il faut bien voir que c'est un village symbole. Et c'était le début de la contre-offensive. Parce qu'en effet, en août dernier, c'est le lieu d'une très, très dure bataille qui va durer pendant plusieurs semaines et c'est vraiment le point par lequel les Ukrainiens essayent de lancer leur contre-offensive, en effet, pour reprendre le sud. Ils reprennent ce village de Robotyne. Eh bien, aujourd'hui, les Russes annoncent l'avoir reconquis. Donc on voit bien que le problème de cette ligne de front qui s'étend vraiment maintenant jusqu'à Kharkiv, c'est qu'en effet, les Ukrainiens sont obligés de prendre des troupes quelque part et que les Russes en profitent de leur côté pour avancer. Donc en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une poussée russe, enfin c'est une volonté d'avancer sur l'ensemble de la ligne de front et pas seulement au nord, pas seulement dans la région de Kupiansk, de Tchassivia, mais on voit bien que maintenant, même à Robotyne, l'armée ukrainienne est vraiment en danger. Vous savez, on avait une équipe qui était allée tourner à Robotyne en mars dernier et qui déjà nous montrait des artilleurs ukrainiens qui étaient en grande difficulté, faute de munitions et faute d'hommes, de suffisamment d'hommes. Et il nous parlait de cette poussée russe, de cet encerclement qui se faisait de plus en plus pressant. Eh bien, aujourd'hui, ce n'est pas confirmé côté ukrainien, mais les Russes annoncent avoir donc repris Robotyne. Et c'était François-Xavier Ménage qui avait justement commenté ce que vous nous dites, la situation à Robotyne. Il sera avec nous à 14h. Il nous en dira plus, bien évidemment. Andrei Vaitovitch, vous connaissez bien ces Ukrainiens, visiblement. Vous connaissez bien la situation ukrainienne aussi. Est-ce que vous diriez qu'il y a eu une réorganisation qui a tardé du côté de l'armée ukrainienne? Je vous pose la question aussi parce que Didier François disait il y a 2 jours, oui, il y a eu du retard et on ne parle pas assez de cette désorganisation. La réorganisation tarde à se faire, c'est-à-dire qu'il y a ce fonctionnement d'un vieux fonds soviétique dans l'armée ukrainienne. On a tenté de lui imposer un mode occidental à partir du moment où ils ont voulu prendre Robotyne. Ça a pu fonctionner un temps, puis après, visiblement, ça a périclité. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que justement, ils ont tardé à se régénérer, les Ukrainiens ? Je pense que c'est une évidence. Aujourd'hui, même l'opposition au président Zelensky, je cite le député Oleksiy Goncharenko qui a dit ce matin que la ville, de facto, est aujourd'hui sous l'occupation russe. Donc c'est quand même un message fort et grave qui l'opposition et les hommes et les femmes politiques envoient au président Zelensky. Après, ce qui est intéressant, depuis ce matin, je regarde sur la chaîne Telegram, notamment les chats des habitants de la ville. Il y a notamment ce chat avec 17 000 habitants, visiblement. Le nombre d'habitants à Vovchansk est 17 000. Donc c'est presque toute la ville qui est connectée. Et depuis ce matin, les gens, la population se mobilise, s'entraide, s'assiste pour notamment faire l'évacuation. Il y a des policiers ukrainiens qui sont aussi armés, qui font partie de ces brigades, qui patrouillent encore. Là, c'est possible, et évacuer les gens.
Moi, dans ce genre de contexte, je regarde toujours les aînés, parce que les aînés, vous savez, ils veulent pas à tout prix quitter leur maison, partir de leur ville. Et même là, les seniors qu'on interroge des souvent, images fortes avec des gens qui ont vécu toute leur vie dans ces régions-là, dans cette ville-là, même eux s'apprêtent aujourd'hui à partir avec rien. Et bien évidemment, la ville qui se trouve à quelques kilomètres de la frontière avec la Russie, pour ces gens-là, eux, ils se tournent vers les villes ukrainiennes et pas vers la Russie. Général Chorancy, sur Robotyné, c'est un nom qui parle beaucoup, bien évidemment, pour ceux qui suivent le conflit. Ça, quand Zelensky va apprendre que ce village a été repris, c'est quand même symbolique, puisque c'était le début de la contre-offensive. On s'en souvient, que n'avait-on pas dit sur Robotyné? On avait parlé même de ces hommes qui transportaient des sacs à dos très lourds, qui avaient pu faire des missions de reconnaissance. Ça va porter un coup très dur aussi au moral de Zelensky. On parlera de la guerre psychologique dans cette émission, mais ça sent pas bon, là, actuellement. C'est vraiment dans la guerre psychologique. Robotyné, c'était un village de moins de 500 habitants, quand même pas l'oublier. Mais quand vous reprenez SW, tous les jours, on parle des combats qui ont lieu là-bas. Ça fait des semaines que les Russes et les Ukrainiens se battent pour quelques rues, quelques maisons. Et là, aujourd'hui, finalement, donc en termes de guerre psychologique, le fait d'avoir peut-être sans doute planté le drapeau à Robotyné, puisqu'on a eu la guerre des drapeaux quand même, on mettait un drapeau à Robotyné pour dire qu'on l'avait pris. Un village rue de quelques dizaines de maisons et 500 habitants. Voilà, donc effectivement, psychologiquement, c'est important. Maintenant, reprenons les chiffres qui ont été diffusés il y a une quinzaine de jours. En gros, à l'époque, les Ukrainiens avaient récupéré 300-350 km² de territoire ukrainien. Les Russes, depuis leur grande offensive, parce que moi j'appelle ça une seule offensive, du nord au sud, pour moi c'est une seule offensive, avec des attaques multiples. Shoigu annonçait, alors bien sûr il faut se méfier de Shoigu, de toute façon il est plus aux affaires, c'est plus de 400 km² regagnés. Donc tout ce qui a été gagné par les Ukrainiens dans leur offensive, qui leur a coûté très cher, mais ça n'a pas de chiffre très précis, aujourd'hui ils ont perdu tout ce qu'ils ont regagné, et les Russes ont repris. Et aujourd'hui, apparemment, on est tous un peu surpris d'ailleurs de constater que les Russes ont les moyens de se battre partout, sur l'ensemble du front, et d'avancer. On n'est plus à 100 mètres. Comme on l'a vu tout à l'heure sur la carte, on est à 2 km. Alors, c'est pas grand-chose, 2 km. Mais quand on a vu cette guerre depuis 1 an et demi, telle qu'elle se déroulait, depuis qu'il y a vraiment eu des combats, on se battait pour des centaines de mètres. Aujourd'hui, on passe au kilomètre. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est à la dizaine de kilomètres, mais ça veut dire surtout que les combats sont acharnés, de part et d'autre. Et ce qui nous fait dire aussi que, justement, l'heure est grave, c'est que le président Zelensky annule tous ses déplacements à l'étranger. Un peu pour parler à la communauté internationale. Donnez-moi des armements, j'en ai besoin, et peut-être aussi à sa population. Je suis à vos côtés, vu ce qui se passe. Sylvia Amikon, dans ce contexte, quelle est la position des Américains? Il y avait Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, qui était à Kiev hier. Il a promis un engagement à long terme des États-Unis. Engagement, dit-il, tant que justement ce conflit durera. Bien évidemment, on aura l'occasion d'en reparler. Est-ce qu'en coulisses, le positivisme est aux oubliettes? A-t-on déjà acté la défaite ukrainienne? Ça y ressemble quand on lit ce que titre le New York Times. Oui, effectivement, et il est loin le temps où Joe Biden disait que Vladimir Poutine avait déjà perdu la guerre. Souvenez-vous, c'était l'été dernier, c'était en Finlande. Est-ce qu'il pourra dire la même chose le mois prochain au G7? Eh bien, certains en doutent, comme en témoigne le titre de New York Times, qui a pu interroger un certain nombre de responsables au sein de l'administration de Biden. La Maison-Blanche craint que la dynamique de la Russie ne change la trajectoire de la guerre en Ukraine. Pourquoi? Eh bien, plusieurs facteurs l'expliquent, mais au moins ces deux-là. Le retard dans l'envoi de l'armement américain. La Russie exploite au maximum cette fenêtre, et cette avancée russe dans la région de Kharkiv en est une illustration. Et puis, deuxième facteur, les innovations technologiques de Moscou. Elles sont arrivées tardivement sur le terrain, mais aujourd'hui, elles sont là, efficaces, et elles parviennent à neutraliser, grâce aux techniques de guerre électronique, l'artillerie et les drones occidentaux. Alors que nous disent précisément ces responsables américains interrogés par le New York Times, Sylvia? Que certains de ces gains sont réversibles, une fois que toutes les armes seront sur place, c'est-à-dire dès le mois de juillet, et si le président Zelensky trouve plus de troupes. Mais ils sont incapables, ces responsables, de dire où on en sera dans quelques mois. Voilà ce qu'ils disent. Ils hésitent à prédire où en seront les lignes de bataille. Même dans quelques mois aussi, le président Zelensky sera en mesure de lancer sa contre-offensive, longtemps retardée, l'année prochaine, après l'échec du printemps dernier. En privé, ces responsables, ils craignent que Vladimir Poutine ait aussi tiré les leçons clés de cette guerre, c'est-à-dire les technologies qui fonctionnent, et celles qui ne fonctionnent pas, et qu'il en profite pour reprendre du terrain, lui qui a eu le temps de remplacer toutes les armes détruites au cours de ces 2 premières années de guerre. Alors, sur CBS, dimanche, Anthony Blinken a avoué que le retard dans
l'envoi des armes américaines avait eu un coup. La Russie a pu acquérir un énorme avantage en matière d'artillerie. Elle a pu profiter du manque de défense aérienne en Ukraine, notamment avec les bombes planantes. Donc, retard des États-Unis, retard aussi de Kiev pour approuver sa loi sur la mobilisation. Résultat, en 2024, la Russie a l'avantage matériel. Elle a l'initiative, mais il faut qu'elle concrétise cela par des gains avant que la fenêtre ne se referme en 2025. Tout cela se jouera donc dans les prochains mois. Les États-Unis qui tenteront aussi, à côté de Kiev, de renforcer leur conseil technique pour contrer ces avancées technologiques russes. En tout cas, pour l'administration Biden, il y a ce sentiment que les prochains mois pourraient s'avérer critiques, car voilà ce qu'écrit le journal. À un moment donné, les deux parties pourraient enfin parvenir à un cessez-le-feu négocié, un armistice similaire à celui qui a mis fin au combat actif en Corée en 1953, ou alors un conflit gelé. Merci beaucoup Sylvia. Magali Barthès, il y a une fébrilité côté américain, c'est Pascal Boniface qui revenait des États-Unis et qui nous disait s'être entretenu justement avec certains hauts responsables de l'administration américaine, et il nous donnait déjà cette inquiétude-là. Et il disait, à mon avis, les Américains vont certainement devoir bientôt évoquer les négociations. Est-ce que c'est votre avis? Est-ce que c'est votre analyse? Le problème, c'est qu'en effet, on voit bien qu'il y a une dynamique qui est favorable à la Russie aujourd'hui sur le champ de bataille, et les Américains en ont bien conscience. Manifestement, en plus, les analyses américaines sont que, vu le retard dans la livraison de l'armement promis à l'Ukraine, la Russie est en train d'essayer, en effet, de pousser un maximum ses pions en ce moment même, sachant que cette fenêtre d'opportunité va se refermer, et que, en fait, la Russie avance et voit quelle est la réaction en face et voit jusqu'où elle peut aller. Et c'est ça qui inquiète manifestement les Américains, c'est qu'ils commencent à avoir des doutes sur la façon dont les Ukrainiens peuvent véritablement tenir la ligne. On voit bien que là, si vraiment la prise de Robotyne dans le sud se confirme, ça montre quand même qu'ils arrivent à avancer coûte que coûte. Le problème, c'est l'arrivée de ces renforts en hommes, en matériel. On voit bien que Anthony Blinken a dit à Zelensky, oui, ça arrive, ça a pris un peu de temps, mais ça énormément de temps. Bon, c'est pour ça que la visite de Blinken, du secrétaire d'État, était extrêmement importante hier, pour bien montrer le soutien de l'Amérique. D'après des informations qu'il y a dans les médias américains, la Maison-Blanche pourrait s'apprêter à livrer enfin une batterie de plus de patriotes pour justement défendre la ville de Kharkiv. Oui, mais manifestement, en effet, il y a une inquiétude aux États-Unis. Plus personne ne croit en la capacité de l'armée ukrainienne de reconquérir l'intégralité de ses frontières de 80 le territoire. Donc en effet, la perspective de commencer à parler un jour ou l'autre d'un cessez-le-feu, elle va se poser probablement dans les prochains. On aura l'occasion d'y revenir bien évidemment dans le courant de ce 12-15. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur ce voyage d'Anthony Blinken hier. Restez bien avec nous, le 12-15 se poursuit dans quelques minutes.